Mesdames et messieurs, bonsoir. On est très heureux ce soir d'accueillir un très bon ami de Lexicopoglio, l'écrivain, essayiste et traducteur Dimitris Stephanakis. Je vais dire trois mots sur l'auteur et je passerai la parole à Isabelle. Donc Dimitris Stephanakis est né en Grèce en 61. Il a déjà publié 12 romans et un essai. Il a été... Vous entendez? Non? Oui. Il a été connu en France et en Grèce par son roman Jour d'Alexandrie, qui a eu le prix Méditerranée du roman étranger et le prix Cavafy en 2011 du roman. En Grèce, en grec et en français, également chez Viviane Ami, a été publié son roman Film noir, qui a eu un grand succès de librairie en France et en Grèce. Et c'est également un féru de la littérature et un très bon traducteur, surtout d'œuvres classiques. Et depuis 2014, c'est un chevalier des arts et des lettres. Donc ce soir, nous allons discuter à propos de son dernier roman, Au Café des Halles, et on va lire des extraits. Et je passe la parole à Isabelle. Merci. Donc bonsoir. Alors on va parler de ce livre Au Café des Halles de Dimitris Stephanakis. On va en parler d'abord, on va le présenter, on va avoir des lectures d'extraits aussi. On n'entend pas? On entend pas. Avec ce micro, on m'entend pas? Ouais. Essayez un autre micro. Avec celui-là, c'est peut-être mieux. Peut-être Oui. un peu moins près de. Ici, vous m'entendez mieux? Si je parle c'est comme mieux. ça, oui, c'est mieux? Ok, d'accord. Donc, on va présenter ce livre au Café des Halles et il y aura des lectures d'extraits. Les extraits seront lus par Patrice Montagu-Williams et par Irène Rengos-Papaz. Donc, on va commencer par parler de ce livre au Café des Halles. Donc, ce livre est un roman très particulier. Pour moi, c'est un manuel qu'on pourrait mettre entre toutes les mains des lycéens en classe de première dans les lycées français pour leur donner le goût de lire ou de relire la littérature française. C'est un vrai hommage à la littérature. Et c'est un roman, donc c'est tout à la fois un hommage et un roman. Donc c'est un prétexte littéraire pour parler de littérature avec un L majuscule. Donc le titre, c'est Au Café des Halles. Et c'est un univers un peu particulier qui commence comme une mise en abîme puisque le lecteur prend le roman, il l'ouvre et il se retrouve dans un café où se rencontrent des lecteurs qui vont parler de leur lecture et puis qui vont aussi rencontrer des narrateurs, des personnages, des auteurs d'hier et d'aujourd'hui et tout va se mélanger dans un univers littéraire où la fiction et la réalité sont abolies, où tout est possible. Donc je vais commencer par lire un petit extrait au début. C'est le premier chapitre qui s'intitule Psychologie d'élève. Au Café des Halles, premier jour. Psychologie d'élève de première année de l'école primaire. Je regarde les tables vides, j'hésite. Je m'installe au hasard de l'une d'elles, ou bien peut-être pas au hasard. Le patron du café s'approche de moi. C'est un homme pas très grand, robuste, tête plutôt grosse, moustache en croc, mâchoire saillante, mains larges comme des avirons. Il ne se présente pas, mais dorénavant, on l'appellera Éole, question de facilité. Alors ma première question, Dimitris, Éole, pourquoi Éole? Qui est Éole? Et qu'est-ce que c'est que ce café des Halles? Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont considérablement contribué à l'organisation de cet événement. Sandrine, Librairie d'Instant, Vacho, presque partenaire littéraire, Isabelle, Patrice, Irène, Odile, Spiros, Diamadis, et avant tout le public dans les librairies parisiennes et athéniennes aussi. Alors,
permettez-moi d'ajouter 2 mots sur mon roman Au Café des Halles, qui est une collection d'épisodes concernant la littérature globale. Pour moi, c'est un premier pas vers une carrière nouvelle, afin d'établir un lien linguistique avec la France. Et c'est pour cela que je suis profondément reconnaissant aux ateliers Henri Dougier et à Henri Dougier personnellement, l'éditeur inspiré et inspirant et inspiré par mon ouvrage. Un grand merci aussi à Vache, qui vraiment le partenaire littéraire. Et on continue. Éole. Éole est un homme ordinaire, un homme pas très cultivé, mais assez malin pour manipuler sa clientèle exceptionnelle. Au Café des Halles, c'est le titre plutôt symbolique, dans le sens que Hall, c'est l'aura littéraire qui souffle partout, et c'est pour cela qu'on appelle Éole. C'est tout. Et le café? Le café. Le café est un établissement de culture, un établissement de cosmopolitisme, un établissement de la littérature et qui concerne tout le pays européen qui épouse la même tradition, la tradition romanesque, la tradition littéraire en général. Merci. Donc ce Café des Halles est un café qui se trouve à Athènes. Il est situé à Athènes, mais en même temps, c'est un lieu où tout est possible. C'est un lieu où tout va tourner autour de la littérature. Et le lecteur, quand il prend ce livre, il est tout de suite happé par le roman, parce qu'il est tout de suite pris à partie par le narrateur, mais surtout par Éole lui-même. Alors je vais vous lire un petit passage pour que vous sentiez comment tout à coup vous êtes pris vous aussi au jeu de ce livre. Donc c'est Éole qui parle et qui dit « Qu'est-ce que tu prends ?» me demande-t-il. « Un café et quoi d'autre ?» lui dis-je. Il m'apporte une feuille de papier avec des chiffres allant de 1 à 10. « Note les 10 livres que tu préfères, me dit-il en me tendant un crayon. « Pourquoi faire ?» que je lui demande. « Notez-les, me répond-il, sur un ton défiant toute objection. J'ai l'impression que je dois dresser la liste avant que le café arrive, alors je me mets à écrire. Et là, on se dit, ben tiens, c'est vrai, et moi, si je devais faire la liste des 10 livres que je préfère, qu'est-ce que je mettrais? Et à ce moment-là, le lecteur commence à faire partie, lui aussi, du roman, et il va lui aussi rentrer dans ce café. Alors ma question, moi, je la pose à l'auteur. Quels sont tes 10 livres, quels sont les 10 livres que tu aurais mis sur la liste d'Éole? Alors on y va. Don Quichotte, Cousine Bette, La Chartreuse de Parme, Stendhal, Frère Karamazov, Dostoïevski, Anna Karénine, Tolstoï, À la recherche du temps perdu, bien sûr, Ulysse, Joyce, La montagne magique, peut-être, L'homme sans qualité, Les procès, L'étranger, Absalom, Absalom. Je pense que c'est déjà. On a dépassé les. Ok. Donc on est pris par ce genre de choses-là, et ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Et donc ma question suivante, c'était de quoi est partie cette idée? D'où est venue l'idée d'écrire ce livre, ce roman Au Café des Halles, avec tous ces narrateurs, ces personnages, ces protagonistes, ces personnages secondaires, ces personnages qui n'ont pas de nom dans les livres et qu'on croise au fil d'une page et dont on ne se souvient pas après, tous ces grands auteurs, tous ces auteurs inconnus, ces poètes. D'où c'est parti?
Je me demande souvent si la littérature peut changer le monde. C'est une question évidemment posée par tous. Mon ami Odile dit oui. Moi, je dis non. Mais je pense que la littérature peut résister à la réalité. Et en revanche, la littérature, quelquefois, devient plus conventionnelle que la réalité même. Ça arrive parce que, à cause de la lecture conventionnelle. En général, je pense que les grandes œuvres de la littérature ont est déjà écrites sans avoir été lues suffisamment. Donc, il faut lire la littérature un peu plus attentivement. Et peut-être, au Café des Halles, c'est une lecture alternative de la littérature. C'est tout. Ce qui s'est passé dans l'univers littéraire du passé, les grands écrivains, le grand protagonisme, quelquefois. Cet enjeu des mots et des idées qui concernent la littérature globale. Alors Patrice va nous lire 3 extraits à la suite l'un après l'autre et j'aimerais que tu nous commentes ces 3 extraits. Au Café des Halles, tôt le matin, l'homme de petite taille et bien en chair, au large front et aux yeux marrons pétillants, me fait penser à quelqu'un. Il cache ses vilaines dents sous sa moustache à la gauloise. Il porte un t-shirt avec le logo de Coca-Cola, couleur peu importe, et est assis à la table voisine. Son t-shirt se soulève momentanément et dégage un gros ventre flasque. Il se présente à moi comme le roi des romanciers. Et Hall prend sa commande en l'appelant Monsieur Balzac, le célèbre Balzac, que je lui demande avec tact. Évidemment, me répond le patron du café. Je suis impressionné, mais aussi choqué. On a affublé Balzac d'un t-shirt Coca-Cola. Au tempora, au mores. Au même instant, arrive un homme un peu plus âgé que lui. Il porte une tunique havanaise et son visage, illuminé par un regard vif et perçant, est dominé par son large front et ses favoris touffus. « Asseyez-vous, monsieur le consul, lui dit Balzac. Puis se tournant vers moi, « Vous connaissez, monsieur, n'est-ce pas? Il me fait penser à quelqu'un, admets-je. » « Ah, il vous fait penser à quelqu'un. En principe, vous auriez dû vous écrier « C'est monsieur Henri Bell. » Ou, pour vous aider un peu, le grand Stendhal. Hélas, personne n'est... Ah oui, pardon. Oui. Entre-temps, un nouveau membre rejoint l'Assemblée. Un homme jeune, portant un costume en lin clair et un panama, vient s'asseoir près d'eux. Sa moustache épaisse me fascine, mais aussi ses grands yeux humides et sensuels. Balzac le traite avec cordialité. Et cela ne me paraît pas étrange, car en la personne du nouvel arrivant, je reconnais Proust. J'adore son écriture, mais je n'ose pas le lui avouer, de crainte de rendre les autres jaloux. Je me contente simplement de lui dire « Je trouve votre jeu avec le temps génial. » Alors, Balzac, Stendhal... Et Marcel, oui. Je te l'avais bien dit que j'avais une idée de faire un roman s'intitulant Croisière pour romancier français. Et malheureusement, j'ai fait 2 choses, pas ces romans exactement. J'ai fait un roman ayant Albert Camus pour protagoniste, s'intitulant L'été en toutes lettres, qui se déroule à Mykonos à la fin du XXe siècle, où Camus revient pour achever le roman inachevé, le premier roman. Et après, cette idée fait partie de cette collection d'épisodes littéraires. C'est tout. Pourquoi Balzac avec un t-shirt Coca-Cola? C'est justement un truc. C'est seulement un truc de... Oh oui. Je pense que Balzac, pour moi, c'était un romancier, le symbole du roman, l'homme qui a défini
le roman, le cours du roman, l'homme qui nous a donné les règles du roman. Donc, mais en même temps, c'est une caricature, dans mon imagination, une caricature assez agréable. Et le roman est plein de ces petites, comme tu appelles, des petites potions narratives. J'aime beaucoup cette formule. Le roman est plein de ces petites potions narratives, de ces petites images comme ça pertinentes qui nous font, qui sont pétillantes finalement. Donc on a vu que dans ce Café des Halles, on va rencontrer des auteurs célèbres, mais on va rencontrer aussi, au fil de la lecture, non seulement des auteurs, mais des personnages, et pas seulement des protagonistes, mais des personnages de tous azimuts. Et puis c'est surtout un livre dans lequel il y a non seulement la littérature française, mais il y a aussi la littérature russe, américaine, anglaise. Il y a aussi de la littérature grecque. Alors Irène va lire 2 passages, et j'aimerais que tu les commentes après. Du côté de chez Swann. Au Café des Halles, il y a un coin appelé du côté de chez Swann. Tous les jours, à midi pile, arrive un jeune homme nommé Marcel. Et la première chose que Hall ordonne à ses assistants en le voyant, « Conduisez monsieur du côté de chez Swann ». Ce dernier traverse d'un air pompeux la salle, dans ses vêtements en lin blanc, comme s'il défilait, et s'assoit à la place qui lui est réservée pour déguster sa madeleine avec une tasse de thé. Il ouvre son journal et le décortique. Raskolnikov. Non, c'est pas celui-là. Le grand oui et le grand non. Un peu plus tard, tandis que je suis absorbée par la lecture de mon livre, entre un de ces petits bonshommes dont je sais très bien qu'ils ne plaisent pas au propriétaire de ce café. Il va le flanquer dehors, que je pense, tout en attendant l'invité d'honneur. Ô miracle! Cependant, Éole accourt pour l'accueillir. Que de révérence, que d'honneur pour cet homme insignifiant. Mais tu ne le reconnais pas? Qu'il me dit. C'est notre poète, alexandrin, Constantin Cavafy. Constantin Cavafy. J'ai déjà dit que la poésie grecque est un miracle dans le sens elle vient d'une littérature pas très prestigieuse, comme c'est la littérature néo-hellénique. C'est pour cela que je fais un hommage à Constantin Cavafy, qui est le patriarche, le premier homme de la poésie grecque, de la poésie grecque moderne. C'est tout. En revanche, la prose grecque, à l'exception de quelqu'un, ne me dit pas grand-chose. Donc, c'est tout. C'est pour cela qu'il y a seulement Constantin Cavafy dans cette collection d'épisodes littéraires mondiaux. Moi, je voudrais poser une question à Paris, parce qu'on a la traductrice de Dimitri qui est là, Vassoluku, et je voudrais vous demander, bonsoir, je voudrais que vous nous parliez un peu de cette expérience de traduction. Est-ce que vous avez collaboré avec l'auteur? Comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que ça a été facile de traduire Stéphanakis? Un commentaire. Alors, oui, bonsoir Athènes. Bonsoir, Vache. Vous me voyez? Je vous vois? Oui. Parfaitement. Alors, d'abord, première question, si ça a été facile de collaborer avec Dimitri?
Non. Non, parce que c'est super simple. Il est très très généreux, il est aidant, il est compréhensif. Après ça, bon, c'est un grand écrivain quand même, malgré tout, et il nous fait un peu peur. Alors on se dit, est-ce qu'on va bien traduire ou pas? Donc, mais on se lance. Alors, l'expérience était une superbe expérience, dans le sens où Dimitri a... C'était pas une traduction intégrale, c'est-à-dire qu'il y a eu des passages que j'ai traduits, oui, grand nombre de passages, mais il y a eu aussi une collaboration avec Dimitri, qui, comme vous voyez, parle très très bien français, qui a déjà traduit de la littérature française, et les plus grands, comme Stendhal, Balzac et d'autres. Et donc, ça a été très enrichissant parce que c'était en même temps une double, pas écriture, dans le sens où moi j'ai pas écrit, moi j'ai traduit, mais dans le sens où il y avait quand même cette osmose, je dirais, entre sa plume de grec, d'écrivain grec, et sa plume, sa première plume d'écrivain français, francophone en tout cas. Donc c'était génial, c'était un été. Je me souviens que j'étais partie en vacances 15 jours, il me téléphonait, je lui disais que je travaillais, mais c'était pas vrai. Mais on était arrivé quand même à temps, à échéance pour les éditions de Henri Dougier, des ateliers Henri Dougier. Et puis surtout, ce qui était très bien, c'est que le texte lui-même nous a plongé dans des souvenirs. En tout cas, moi, m'a plongé dans des souvenirs de textes littéraires classiques que j'avais lus quand j'étais adolescente, très jeune. Certains, j'avais même carrément oublié. Il a fallu que je me replonge dans le texte pour essayer de retrouver des personnages, de retrouver l'aura de ces personnages. Mais sinon, c'était une très très belle aventure, une très très belle aventure. On avait l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression d'être à Athènes, parce que c'était l'été, quand on travaillait ce texte, on était en plein été. Monsieur Henri Dougier nous a dit, je vous donne un contrat, il nous faut le livre pour la fin du mois de septembre. On était en 2016, donc on a travaillé tout l'été. Et donc on avait l'impression, moi en tout cas j'avais l'impression d'être à Athènes, d'être dans ce café athénien, quelque part peut-être au Pirée, parce que comme pour les voyageurs, les écrivains français qui étaient prêts à voyager, etc., j'avais l'impression que tout à coup, Athènes était devenue le centre du monde, de ce beau monde, de ce monde onirique, et puis de ce monde fantastique qui sont les auteurs, les personnages, etc. Voilà. Oui, et c'est vrai que c'est l'effet que ça fait aussi en tant que lecteur. Vous avez réussi à bien rendre ça, parce qu'en tant que lecteur, on partage exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire que nous aussi, enfin moi en tout cas en tant que lectrice, je me suis dit, tiens, celui-là, je ne m'en souviens plus. Je me suis replongée aussi dans certaines lectures. Il y en avait dont je me souvenais, et puis d'autres, je me disais, mais tiens, moi j'aurais plutôt mis celui-là à la place de celui-là. Et en étant lecteur, on se met aussi un peu à la place de l'auteur. Et c'est ça qui fait que ce roman est captivant, c'est que toutes les frontières sont abolies entre la fiction et la réalité, mais aussi avec le lecteur, parce qu'on est tellement pris à partie, on est tellement pris dans le jeu, dans ce jeu de la littérature, qu'on se dit, bien tiens, mais moi, alors comment j'aurais écrit ça? Qu'est-ce que j'aurais mis? Non, pas celui-là je ne l'aimais pas, j'aurais mis un autre, ou ce genre de choses. Et on devient acteur aussi. Donc on a vu qu'il y avait des auteurs comme donc Balzac, Proust, Cavafy, mais il y a aussi des personnages, des personnages dont on se souvient ou dont on se souvient moins, comme on a dit tout à l'heure. On va lire deux passages. Alors le premier, c'est un extrait de Dostoïevski, Crime et châtiment. Raskolnikov. Au café d'Éole, un autre jour, ma rencontre avec Raskolnikov. Il se présente à moi sous ce nom et je le crois. Nul aujourd'hui, saint d'esprit ou d'effacé, ne viendrait vous dire « Je suis Raskolnikov », comme il ne vous dirait pas « Je suis Napoléon Ier ». C'est ringard de prétendre être quelqu'un d'autre. Et donc, je le crois. « Je vous offre un café ?»
Un café bien volontiers. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes mon personnage préféré. C'est un honneur pour moi. Bon, tant mieux. Donc il y a des rencontres avec tous ces personnages, mais c'est pas seulement des petits épisodes de rencontres, c'est aussi un prétexte, on a dit, pour faire de la littérature, et un prétexte pour parler de la relation entre l'auteur et ses personnages, entre les narrateurs et l'auteur, entre le lecteur et le narrateur. Oups. Et se pose aussi beaucoup la question par rapport à cette relation avec les personnages. De l'auteur et du personnage. Ok. Et je répète que la littérature devient souvent très conventionnelle à cause de cette lecture maudite conventionnelle. Je donne un exemple. Antigone de Sophocle, c'est un texte miraculeux, mais en même temps, on répète toujours la même chose. La lutte de la loi humaine et de la loi divine. Mais il y a plusieurs thématiques dans ces textes. Sophocle pose des questions sur plein de choses, la position de la femme dans l'Antiquité, etc. Mais personne ne s'occupe de cette thématique ou d'autres. Donc, je pense que vraiment, au Café des Halles, peut-être un prétexte pour approfondir un peu notre lecture. Et on peut, concernant quelquefois la relation entre l'auteur, le personnage, mais aussi il y a toujours la relation triagonale, le livre, l'auteur, le lecteur. Et dans cette relation, c'est que le personnage qui intervient souvent. C'est tout. Il y a aussi des petites phrases dans lesquelles tu dis, par exemple, que l'auteur est jaloux de ses personnages, ou tu poses la question, tiens, et si j'étais riche ? Si tu étais riche, que ferais-tu ? Me demande Éole en ouvrant grand son œil de cyclope. Si j'étais riche, c'est vrai, que ferais-je si j'étais riche ? Voilà ce que je ferais. J'achèterais un personnage de roman célèbre et je réclamerais qu'il me raconte son histoire pour que je l'écrive et qu'à mon tour, je devienne célèbre. Alors, quel personnage tu achèterais ? Moi, j'achèterais plutôt un personnage théâtral, Hamlet, peut-être. Ou Raskolnikov, ou peut-être Stavrogin, afin d'établir un roman un peu plus ambitieux que mes romans, mes propres romans. On a aussi des héroïnes de romans, bien sûr, et il y a un passage que j'aime beaucoup, qu'on va lire. Jour de cérémonie aujourd'hui pour le Café des Halles. On va assister à un vrai défilé de personnages féminins. Depuis ce matin, tout le monde prépare ce grand événement. Sur le trottoir sont disposés plein de parasols, de petites tables et de chaises. Dans la salle, le frémissement des ventilateurs de plafond, le frottement des verres et des tasses que l'on astique, le cliquetis des cuillères à café que l'on dépose sur les petites assiettes en porcelaine. Éole dirige et les serveurs exécutent docilement ses ordres. On place des petits drapeaux et des vases garnis de fleurs partout. Quelqu'un, chargé du placement, pose des petites pancartes sur les tables. La présence des journalistes électrise l'atmosphère. Dans ce café en principe calme et propice à la méditation, les lecteurs dessinent des fils dans la rue. Nous attendons beaucoup de monde, m'informe le patron. Tu vas voir autant de femmes que tu n'en as jamais vues de ta vie. Et quelles femmes, hein ? Des super protagonistes, l'une plus notoire que l'autre. Et pour preuve, nous avons le premier arrivage. Et c'est là qu'arrive Madame Bovary et vont suivre toutes les héroïnes de la littérature. Donc ça, ce sont des passages que moi j'ai choisis de façon tout à fait subjective, de la même façon que
toi, tu as choisi les personnages de façon aussi très subjective, j'imagine. Et j'avais une question à poser à Vasso. J'aurais bien aimé savoir quel est le passage, s'il y en a un, quel est le passage que vous avez préféré et si vous voulez nous le lire. Oui, oui, ok. Ok. Mais je les aime pratiquement tous. Mais celui que je préfère, c'est Nous attendons des invités. Là, justement, où vont défiler toutes les héroïnes des plus grands romans de la littérature classique. Les unes, il y en a qui s'aiment bien, d'autres qui s'aiment pas. Il y a des rivalités, il y a des sympathies, etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé le rythme de cette histoire, qui était un rythme qui ressemblait justement au défilé, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que chaque héroïne qui passait donnait le pas, le rythme à la phrase. Et ça, j'ai beaucoup aimé concernant cette nouvelle. Mais après, moi, j'en ai choisi un ou deux que j'aimerais lire et poser éventuellement une question à Dimitri, s'il est là. Oui. Il est là? Oui. Ok. Ok. Voilà. Mais après vous. Oh. Ah, d'accord. Alors écoutez, j'aimerais lire un tout petit passage de la nouvelle. Attendez, je vais la retrouver. Ouais. Page 79, c'est la nouvelle qui s'intitule Extrêmement émouvant. Extrêmement émouvant. Vous nous entendez bien? Oui. Oui. Ok. Alors, attendez, je vais prendre la respiration parce que moi, je n'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde comme ça à 3000 km, alors je suis un peu trac. Ouais, mais... D'accord. Alors, je vais lire. Attendez, j'enlève mes lunettes et je vous... Extrêmement émouvant. Plus aucun doute avec Éole, les conversations les plus brillantes, on les fait toujours le lundi matin. Après, je ne sais pas ce qui se passe, un peu les habitués notoires, un peu le travail qui s'intensifie à l'approche du week-end, il est préférable de ne pas trop parler. Je m'adonne à ma lecture et le patron s'occupe de sa clientèle. Nous échangeons certains propos anodins, et c'est tout. Lundi dernier, nous avons abordé par hasard le sujet des livres et des écrivains qui émeuvent leurs lecteurs. Une demoiselle exaltée, assise à la table près de l'entrée, se répand en sanglots depuis des heures, plongée dans les pages d'un roman sentimental. La pauvre! Elle est tellement sensible, commande le patron, qui a l'habitude de réconforter ses clients. Je hoche simplement la tête. Je sais que tu n'approuves pas, mais il y a quelque chose d'émouvant dans la littérature. Nous devons de l'admettre. Je n'ai rien contre l'émotion, pourvu que ça ne devienne pas un but en soi. Parole, belle parole. Pourquoi lire de la littérature si elle ne nous émeut pas? Tu insinues que nous devons absolument pleurnicher? Voilà, alors moi je m'arrête là. Et puis je voudrais vous poser une question à Dimitri et lui dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, Dimitri? Est-ce que tu penses que la littérature doit nous émouvoir? Oui, bien sûr, mais tu sais, c'est ce que je pense. Je pense que la littérature nous donne à l'horizon, à penser, à penser notre avenir peut-être, tout en lisant un passé qui s'est très longtemps perdu. Je dis ça parce que quelquefois je pense à Jour d'Alexandrie, qui est un roman concernant une période très longtemps perdue, mais
qui nous concerne encore aujourd'hui parce que le roman comporte en mémoire d'un cosmopolitisme, le parfum d'une Méditerranée qu'on aime, qu'on adore encore aujourd'hui. Donc je pense que ce jeu de la littérature avec le temps, avec la lecture, avec le lecteur, le jeu de l'auteur avec le personnage, tout ça c'est quelque chose de très très agréable. C'est ce que cette situation agréable, c'est la littérature. Enfin. Et ça coule. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas. On est coupé. L'image est coupée. Oui. Ça y est. Ça y est? Ah. Donc je disais que c'est un ensemble d'émotions, l'émotion du temps, l'émotion du lieu, l'émotion des souvenirs, des histoires racontées, des histoires vécues. Oui? Vous n'avez pas entendu? Oui. Vous avez entendu? Oui, bien sûr. Ok. C'est pas une Voilà. question. Ah bon? Pardon? C'est pas une question, c'est la réponse. C'est pas une réponse, non. C'était un C'est peu. pas une question non plus. Non, c'est pas une question non plus. Non. C'est une petite À conclusion propos, à ce que tu as dit. je voudrais souligner quelque chose qui est... Normalement, l'auteur pose des questions. Il ne répond pas. La littérature est pleine de questions, mais je pense que la réponse, c'est la responsabilité du lecteur. Oui, ben justement, l'écrivain ne répond pas. Et justement, dans une de ces histoires, intitulée Les temps sont bien durs pour les princes, hein, où nous avons Hamlet. Tu te souviens? Oui? Dimitri, tu nous entends? Tu nous entends? À propos d'Hamlet, oui. À propos d'Hamlet, oui. Oui, alors justement, quand tu dis que les écrivains sont là pour ne pas répondre, dans cette histoire, tu nous dis quelque part, donc c'est ce personnage qui se prend pour Hamlet et qui dit, donc je le fixe dans les yeux, c'est le narrateur qui parle, il dit je le fixe dans les yeux, ce faux Hamlet, vous n'êtes sûrement pas plus... Alors, et il lui dit, et il lui donne un billet dans cette nouvelle, puisqu'il m'en dit. Et puis alors, le faux Hamlet, enfin, celui qui prétend être Hamlet, prend le billet et lui dit j'accepte volontiers ce que vous avez. Sans trop y penser, je lui donne un billet. C'est lui qui grimace avec méfiance maintenant. Il retourne le billet dans tous les sens. Allez, prenez-le, ce n'est pas un faux. De grâce, je ne mets pas en doute votre honnêteté, mais en êtes-vous certain? Je veux dire qu'il est possible que je sois un escroc. Vous ne me connaissez pas. Je le fixe dans les yeux. Vous n'êtes sûrement pas plus escroc que les écrivains qui nous embarquent dans des histoires que nous lisons avec délectation. Et toc, alors ça c'est pour toi. Oui. Non. Non, je ne pense pas. Et écoute, je ne sais pas, comme je te l'avais bien dit, l'auteur ne peut pas répondre à toutes les questions posées par les lecteurs, par le monde lui-même. Donc, mais on utilise souvent quelques trucs afin de faire promouvoir l'histoire, afin de faire avancer l'histoire. Donc, c'est vrai que souvent, on devient injuste contre le protagoniste, contre le personnage.
C'est pour cela que je dis que, par exemple, Raskolnikov peut-être n'est pas aussi malin que Dostoïevski présent. Donc, mais en même temps, l'auteur est un dieu de quelque chose. Donc, c'est Dieu, petit Dieu peut-être, doit donner une intrigue, une histoire qui comporte plusieurs épisodes. Donc, quelques épisodes sont bien faits, quelques épisodes sont mal faits, mais la littérature n'est pas une procédure de perfectionnement, c'est plutôt on essaie de raconter des choses, c'est tout. C'est pas très facile. La littérature, c'est une belle escroquerie finalement. Oh oui, peut-être. Peut-être. Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce roman, c'est un effort de ta part de faire rentrer le lecteur dans l'univers de l'écrivain? Et donc, de cette sorte, c'est la réponse que donne un écrivain qui ne veut pas répondre à propos de son univers. Oui, tout à fait d'accord. Oui, j'essaie de donner une introduction de la littérature au lecteur, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions qui sont posées par le lecteur à ce qui concerne la littérature elle-même. C'est pas possible. De toute façon, je suis justement un seul écrivain. Moi, je voudrais continuer sur le thème de l'honnêteté, de l'escroquerie. L'honnêteté est aussi au centre de la réflexion dans un autre passage où c'est le narrateur qui est un lecteur qui se fait passer pour un auteur pour séduire une autre lectrice dans le roman. Et à partir de ce passage-là, où il se fait passer pour Telemaque Smith, il y a aussi en débat la question de l'honnêteté, puisque le livre qu'il a écrit, c'est Price of Modesty. Donc c'est aussi, là aussi, on a à chaque fois, sur chaque point de réflexion, chaque thème littéraire qui est en débat dans ce roman fait l'objet d'une mise en abîme et attire à chaque fois le lecteur à se demander quelle est sa place de lecteur, quelle est la place de l'écriture, quelle est la place de l'auteur, quelles sont les frontières entre les uns et les autres et comment il y a une vraie relation à travers la fiction dans la réalité des uns et des autres. Mais il y a aussi toute la question de la critique littéraire. Et là, je voulais t'embarquer là-dessus, parce qu'il y a un critique littéraire, et il y a des critiques littéraires, et là aussi, c'est un thème qui intéresse la littérature et les auteurs. Et j'aimerais que tu nous parles de Paraskevas. Oui, Paraskevas est un philologue de quelque sorte, mais je n'aime pas Paraskevas, c'est évident. C'est ce que je voulais dire, c'est que la critique est tout à fait nécessaire pour la littérature en général, mais je pense qu'il faut choisir un critique un peu plus créative, pas un critique écoute, la critique peut donner, la critique peut nous donner encore plus de choses concernant la territoire narrative. Je vois quelquefois la critique qui attaque sur l'œuvre littéraire, c'est pas la critique qu'on a besoin, dont on a besoin. On a besoin d'une critique un peu plus créative, de la critique qui nous donne l'horizon de notre imagination,
et qui nous aide à créer un peu plus des ouvrages meilleurs qu'on a déjà fait. C'est tout. Peut-être que les critiques littéraires ont besoin de ce genre de livres justement pour leur donner les clés pour entrer dans la création littéraire et dans l'univers de l'auteur. Bon, je pense qu'on a abordé pas mal de thèmes et pas mal de chapitres et de personnages. Pour finir, moi j'aurais juste une petite question à te poser parce qu'il y a une fin dans ce roman, étrangement, parce qu'on se demande comment ça peut finir, mais il y en a une, je ne vais pas vous la raconter, comme ça vous découvrirez bien sûr. Mais juste, moi je trouve qu'arrivé à la fin de ce roman, je me suis dit, bah, tiens, c'est dommage, j'ai refeuilleté un peu, je me suis dit, mais il y a peu de femmes en fait, il y a peu de femmes auteurs. Il y a des personnages, il y a des héroïnes, mais il y a peu de personnages, peu d'auteurs, de femmes. Il n'y en a que deux, il y a les sœurs Brontë, c'est tout. Et puis bon, on voit passer Simone de Beauvoir, mais très rapidement. Et il y a très peu de femmes. Alors je me disais, est-ce qu'on pourrait imaginer une suite ? Est-ce qu'on pourrait imaginer, au lieu du Café des Halles, la taverne de Circé, dans laquelle il y aurait des auteurs femmes qui viendraient parler de leurs personnages et de leurs relations avec leurs personnages aussi ? Peut-être je dois écrire au Café des Halles deuxième partie afin de concentrer sur la littérature féminine. C'est promis. Merci beaucoup Dimitri Stepanak, merci Patrice, merci Irène, merci Vasso, merci Spiros. Oui, si vous avez des questions. Dimitri a quelqu'un là. Oui. Mais c'est une question. Non, pour Sandrine. Oui. Sandrine, tu es là ? Oui, je suis là. Bon, parce que je ne te vois pas. Parce que Dimitri, c'est un très grand lecteur de classiques, comme on l'a tous compris. Et je voulais te demander si, bon, entre libraires, si toi, ton public, il achète encore des grands classiques. Est-ce que les classiques fonctionnent ? Parce que chez nous, c'est vraiment beaucoup. Je veux dire, vraiment, encore on lit Balzac, on relit Balzac, Proust, Stendhal, tout ce que tu veux. Est-ce qu'en France, c'est la même chose ? Oui, moi, c'était une bonne surprise depuis un an que j'ai la librairie de voir que j'ai beaucoup de clients qui viennent lire ou relire ou découvrir des classiques. Et pas uniquement de la littérature contemporaine, mais Madame Bovary, Tolstoï, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Voilà, donc c'est une très belle surprise de voir ça, et même parfois des jeunes gens de 25-30 ans qui n'ont pas beaucoup lu étant adolescents et qui ont envie de rattraper le retard. Pour relire ces classiques. Oui. Ok. Vous avez des questions ? Moi, j'ai une question aussi à vous poser. Je voudrais vous poser, savoir quelle est la place de la littérature néo-hellénique en France. Est-ce qu'il y a un lectorat ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent de lire des écrivains grecs contemporains ? Pas souvent, non. Non, pas souvent, malheureusement. Mais c'est pas grave, je serai là maintenant pour porter la voix de la littérature grecque. Est-ce qu'il y a des questions ici à Paris ? Vous avez des questions ? Non, pas de questions de notre côté. Parce que comme ici nous avons ici Patrice qui écrit des romans policiers. Et d'ailleurs, à un certain moment, Patrice, il faut que tu me promettes que tu vas aller voir Sandrine. D'accord ? Ok ? Et au niveau roman policier, comment ça se passe ? Est-ce que tu as un public très précis sur les romans policiers ? Enfin, c'est encore les grands classiques ? Mais je veux savoir. Mais d'ailleurs, je n'ai pas été tout à fait exacte dans ma réponse parce que les seuls
auteur qu'on m'a demandé en littérature grecque, c'était justement Marc Harris. Donc qui est connu, apprécié. Mais voilà, j'aimerais bien que ça dépasse un petit peu le policier aussi. Ok. Si je peux intervenir une petite seconde, oui. Écoutez, faire connaître la littérature grecque et la littérature grecque contemporaine, c'est un vrai parcours du combattant. Les portes ne s'ouvrent pas en France et à Paris pour la littérature grecque. Dimitris Stéphanakis avait en 2011 fait ses preuves déjà, avec un premier roman qui a tout de suite été, auquel on a attribué un prix, un très grand prix. Et puis soudain, c'est vu de nouveau hors du jeu, hors de la scène littéraire française. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que Dimitris Stéphanakis, s'il est revenu sur la scène littéraire française aujourd'hui, c'est parce qu'il le mérite. Hein. Il le mérite et je pense que la littérature grecque contemporaine a des choses à dire, des écrivains comme Dimitris Stéphanakis ont des choses à dire et qu'on doit leur donner la parole parce que sans la littérature, sans les écrivains du monde entier, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de pensée possible, il n'y a pas d'évolution possible. Et donc, Odile, pour te répondre, non, et plutôt au monsieur qui posait la question, oui, Marc Harris, ou même Marc Harris, est sous les feux des projecteurs depuis très longtemps, il ne faut pas se le cacher, est bien épaulé, et puis je pense que ça compte énormément. Donc, nous, on continue de se battre, on continuera d'écrire avec Dimitris, et je pense que d'autres choses, de très belles choses vont venir, et de belles surprises. Ouais. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est qu'il existe à Paris un lieu consacré à la littérature grecque. Ce sont les éditions Desmos, qui publient quand même une revue qui permet aux Français de découvrir la Grèce, la culture grecque, les auteurs grecs. Alors, ça reste évidemment relativement confidentiel, mais c'est relayé par les Français qui apprennent le grec. Et dans toutes ces manifestations, il y a des Français qui apprennent le grec et qui viennent assister à cela. Voilà. Merci. Donc on peut espérer. L'auteur va dédicacer ses romans, si vous voulez. Merci. Sandrine, Non, mais si vous voulez faire dédicacer votre livre, on ne nous entend plus là. C'est pas grave. Demain, je vais rencontrer une personne à Paris, à Saint-Germain, qui m'a envoyé un email au mois de juin pour me demander de le rencontrer. Non pas sur quand j'allais en Grèce, je reviens à l'église, il a eu à dédicacer, je vais aller en Grèce, je vais passer mes vacances en Grèce. Je suis rentrée.